Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Épidémie du coronavirus, le Sénégal veut prendre les devants avec la mise en place d'un comité de gestion des épidémies. Le port autonome de Dakar annonce son dispositif particulier pour les navires qui accostent. Le Sénégal déterminé à combattre le trafic de drogue avec la ville de Saly qui se dote d'un bureau de l'OCRTIS. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et la gendarmerie de collaborer pour combattre le fléau. Les natifs du 29 février fêtent leur anniversaire après 4 ans d'attente. Nos correspondants à Saint-Louis ont rencontré 2 étudiants de l'UGB qui ne boudent pas leur plaisir. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis la crise institutionnelle à Bissau, avec 2 présidents qui ont prêté serment. Le Sénégal dément toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Nous recevrons sur ce plateau le journaliste Barkaba pour en parler. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus, les autorités sanitaires soutiennent avoir pris les devants avec la mise en place d'un comité national de gestion des épidémies. En sujet signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Les avérés de coronavirus dans le monde ne cessent d'augmenter. L'inquiétude grandit. D'ailleurs, l'Afrique subsaharienne vient d'enregistrer son premier cas au Nigeria. Au Sénégal, le ministère de la Santé a mis en place un comité de prévention pour parer à toute éventualité. Et au Sénégal, déjà, nous avions le comité national de gestion des épidémies et nous avions aussi au niveau du ministère un département qui est chargé de surveiller les maladies à potentiel épidémique. Et c'est tout ce dispositif qui a été réactualisé. Mais le docteur Mamoudou Ndiaye revient quand même sur les règles d'hygiène à adopter par la population pour faire face au virus. Qui consiste à se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse. Quand on tousse, on prend une mouchoir à usage unique. Ou bien, si nous n'avons pas, on tousse au niveau du coude. Et si quelqu'un aussi présenterait des signes, il doit porter un masque pour ne pas contaminer son entourage et avoir un avis médical immédiat. Toujours dans ces moyens de prévention, les frontières sont surveillées. Un dispositif sanitaire mis en place au niveau du principal aéroport de Diass. C'est l'aéroport. Le contrôle sanitaire était déjà là. Ce contrôle sanitaire a été renforcé. Nous avons envoyé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a envoyé 14 préventionnistes en renfort. Ils sont formés et 24 heures sur 24, ils sont sur place. Tous les voyageurs entrant dans notre pays sont suivis. Face à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, le gouvernement sénégalais a pris certaines précautions pour faire face à cette maladie. Et puis le port autonome de Dakar met en place un dispositif particulier pour les 3000 navires qui accostent par mois. Le directeur général, en collaboration avec le ministère de la Santé, a procédé à une visite en haute mer. Aboubakar Sadir Bey, DG du port, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Ali Oundiagne. Le port de Dakar a une disposition permanente déjà sur tous les bateaux qui viennent accoster au port de Dakar. Nous nous assurons qu'il n'y a pas eu d'escale dans les ports où il y a un potentiel de danger. Ce qui fait qu'en relation avec nos services en charge de la sécurité médicale, de l'environnement, avec toutes les autres entités coordonnées par le ministère de la Santé, nous les accueillons déjà avant qu'ils n'accostent au port de Dakar pour que toutes les diligences soient prises. Donc de ce point de vue-là, on peut être tranquille que le port de Dakar a mis tous les dispositifs pour cela. Lutte contre le trafic de drogue, la ville de Saly se dote d'un bureau de l'OCRTIS. Le ministre de l'Intérieur demande à la police et la gendarmerie de mieux collaborer pour combattre le trafic de drogue et la prostitution dans la zone. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Pour lutter contre le trafic de drogue et l'insécurité à Saly, un commissariat de police vient d'être inauguré dans cette commune. En sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d'un bureau de l'OCRTIS et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme, de protéger les personnes et les biens
de maintenir ou rétablir l'ordre, d'exécuter les règlements de police générale et municipale. C'est effectivement dans cette manière que vous devez apporter votre soutien aux maires sous le contrôle de l'autorité administrative afin que la police municipale contribue à améliorer le cadre de vie à Saly. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindia. Cette infrastructure est financée par la mairie de Saly à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le maire invite les populations à coopérer avec les forces de l'ordre, mais aussi éviter de louer leurs maisons à certaines catégories de personnes. Si on construit plusieurs gendarmeries et polices et que vous, la population, vous ne coopérez pas avec les forces de l'ordre, on n'aura jamais de sécurité. Et pour ça, il faut bien voir les gens à qui vous allez donner vos maisons. Quand on vous demande de ne pas louer vos maisons à certaines personnes, vous nous dites c'est elle qui paye bien. Alors que si une personne te paye 100 000 par mois, au même moment, elle influe de manière négative dans ta famille, vaut mieux donner cette chambre à quelqu'un qui paye 25 000 francs par mois et qui t'aide à éduquer tes enfants. Le maire de Saly a aussi profité de l'occasion pour formuler quelques doléances. Ousmane Gueye veut l'appui de l'État pour la construction d'un hôpital et d'un stade municipal. En Casamance, l'implication des femmes dans la lutte contre la culture du chanvre indien inquiète les acteurs engagés dans le processus. Ils craignent pour des effets collatéraux. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO encourage leurs sœurs à s'engager dans d'autres activités. Suivant à ce propos, Fatou Cissé, président de la cellule régionale, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Je vous dis que nous sommes très désolés. C'est indépendamment des femmes et aussi des jeunes. Et nous sommes très désolés parce que c'est comme on dit, c'est l'économie de la guerre. Et cette économie-là, c'est les travers. Et parce que c'est l'argent facile. Et quand l'argent facile entre dans nos communautés, il est très difficile de l'éradiquer. Et malheureusement, les femmes dont vous parlez là, elles sont les principales victimes. Parce que ce ne sont pas elles qui initient cela, mais on les fait travailler souvent pour de l'argent. Nous lançons un appel à ces femmes-là pour leur dire que l'argent facile ne règle pas les problèmes. Arrêtez, mais aussi, je pense que nous devons aussi lancer, dans ce cadre-là, des activités génératrices de revenus pour permettre aux femmes d'être autonomes économiquement et de pouvoir mener d'autres activités plus licites pouvant leur permettre de prendre en charge leur communauté et leur famille. Assainissement à Rufisque, les habitants de Diokoul se sentent oubliés du projet de 23 km d'assainissement. Leur quartier Diokoul, en effet, sert de réceptacle aux eaux évacuées par la principale conduite d'assainissement de la ville. Souleymane Sis, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Thiam. Je ne dirais pas injustice, mais c'est un paradoxe. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'on prenne nos terres. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un réseau d'assainissement traverse de long en large tout un quartier et que ce quartier ne soit pas pris en compte. Et pourtant, quand il s'est agi de faire les dernières résolutions, ils avaient dit que les impactés directs seront pris en compte. Donc nous lançons un vibrant appel à l'endroit du président de la République. Nous demandons au président de la République de corriger ce paradoxe. Donc, nous ne pouvons pas aussi comprendre que tous les départements de Rufisque, si les gens vident les fosses septiques à Sébikotane, à Mbao, à Djamnyadjo, un peu partout, ils viennent les déverser chez nous. Plus maintenant, tous ceux-là qui sont connectés sur ces branchements, mais ça constitue ce qu'on appelle une bombe écologique. Nous allons à Louga à présent avec le désenclavement des villages de Médienne, Kanen, Diop, Sagata et le bitumage de l'axe Louga-Kébémer. Les habitants de la zone rappellent aux autorités ces vieilles doléances et ils veulent aussi des infrastructures sanitaires pour mieux assister les populations. Kernofal. La route Louga-Sagata en passant par Médienne est une vieille doléance des populations vivant dans cette partie du département de Louga. Entre Louga et Sagata. Depuis 1960, nous réclamons ça. Mais jusqu'à ce moment-là, on est vraiment
dessus. Cette route longue de 35 km permettra de désenclaver beaucoup de villages situés dans les 5 communes qu'elle doit traverser. Mais nous demandons au président de la République, qui est le chef de l'État, qu'il nous aide. Vraiment, c'est une longue doléance. C'est une doléance, s'il le réalise, vraiment, il a satisfait plus de 60 000 habitants au niveau de 5 communes. Ngidile, Mbedjen, Kenen, Sagata, Mbaki Kadior. Par ailleurs, dans cette zone, le manque d'infrastructures sanitaires constitue également une préoccupation pour les populations dans plusieurs localités, comme c'est le cas à Yaboutil Diop, situé dans la commune de Mbedjen. Par contre, ici, les villageois, avec leurs propres moyens, sont en train de faire des efforts dans la santé. Tout ce que vous voyez dans la case, c'est grâce à la population qui, elles-mêmes, se sont mobilisées, la main dans la main, pour construire toutes les chambres que vous voyez à l'intérieur de la case. C'est grâce à la population. Et vraiment, nous tendons la main aux autorités médicales de la sous-région, de la région de Louga, au ministère de la Santé, pour que notre cas de santé puisse devenir un poste de santé. Aujourd'hui, grâce à des partenaires italiens, le village de Yaboutil Diop vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée et d'un important lot de matériel sanitaire d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Punyasan porte le combat pour faire face à la maltraitance des enfants dans certains daras. Serigne Abdourahmane Kounta qui l'annonce procéder ce matin à la pose de la première pierre du dara moderne de Keur Karamokho. Les détails avec Charanta Diop et Seylatir. Parole du Khalif de Ndiassane élève la voix, s'est fait l'écho des séries de meurtres, des violences faites aux enfants talibés. Catastrophe yi am tay ñu ko gis ci réew mi ray nañu diw ray nañu jigen sangam xalé sangam ray nañ ko sanni nañ ko. Un taux de catastrophe dans ce pays, des enfants tués, des jeunes filles violées. Le marabout a décrié les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certains talibés. Nit ki nga xamni moy jang alcorane ju teddu joju tay. Partout en ville, vous voyez des enfants errer dans les rues sans porter des chaussures. Ces conditions sont jugées insoutenables. Je condamne le traitement inhumain et les pratiques esclavagistes qui ont cours dans certains daras. Le ton ferme et les mots choisis pour Serigne Abdourahmane Kounta, le mal des écoles coraniques est à chercher dans leur mode de fonctionnement. Il exhorte l'État à prendre des mesures nécessaires pour trouver des solutions à cette problématique. J'en appelle à l'État et les Serigne Dara pour qu'ils se retrouvent discuter pour trouver des solutions face à ce phénomène. Ce qui montre son importance et la nécessité de construire des écoles coraniques modernes afin de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Keur Karamokho dans la commune de Fandène a été choisi et la pose de la première pierre a eu lieu en présence du gouverneur de Thiès et du préfet du département. Parlons à présent de la ziara annuelle de Médina Gounass prévue le 13 mars prochain. Le ministre de l'Intérieur, en présence du comité d'organisation, a rassuré sur la bonne tenue de l'événement religieux. Aly Ngouille Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Nous remercions d'abord le maire et le frère du Khalif qui conduisent la délégation, donc pour, au nom du Khalif, assister à ce CRD national. Nous en profitons pour transmettre nos salutations à Khalif qui est à Médina Gounass. L'objectif de cette rencontre, c'est effectivement la dernière réunion pour préparer la 79e édition donc de la Dakar. Donc c'est cette année 2020. Nous en avons profité avec les différents services de l'administration pour faire une revue de l'ensemble des préoccupations qui ont été posées. Aussi bien en ce qui concerne donc l'eau, parce que vous savez, cette cérémonie s'organise un peu loin de tout. Donc quand une très forte population se déplace dans ces environs, ils ont d'abord besoin d'endroits où ils peuvent être pendant une dizaine de jours. Également, ils ont besoin d'eau. Et ils veulent être également dans des conditions de sécurité. Donc tous ces points ont été abordés et avec les réponses qui ont été apportées par tous les services de l'administration, nous pensons pouvoir faire correctement cette 79e édition.
À la cité, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Non Stress Land anticipe le mois de la femme. L'association qui œuvre dans le social était ce matin à la maison d'arrêt pour femmes à Liberté 6 avec ses partenaires. Ils ont saisi l'occasion de distribuer du matériel électroménager. Ils ont également organisé une séance de dépistage. Sanou Ndiaye, son président, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. En 2015, l'idée nous est venue de penser à nos sœurs pensionnaires de la maison d'arrêt pour femmes Liberté 6. Mais je pense, comme je le dis souvent, une fois qu'on met les pieds ici, on pense toujours à y retourner. Parce que ces gens qui sont là, nos sœurs qui sont là, ne sont pas des personnes à part. C'est des personnes qui méritent notre respect, notre amour, notre compassion. Il faut le dire, nul n'est à l'abri de la détention. La particularité aujourd'hui, c'est d'abord la présence de nos camarades, de nos amis, partenaires, artistes. L'autre particularité, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on offre une télé, alors généralement, ça ne se faisait pas. Il y a aussi des ventilateurs et des dons en tout genre. Les dons, je veux dire, des produits dont les femmes ont besoin pour leur maintien corporel quotidien. Parlons politique à présent. L'éventualité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall continue d'alimenter les débats. Bamba Fall soutient que la Constitution n'est pas claire là-dessus. Le maire de la Médina demande à l'opposition de s'unir pour faire face à une éventuelle candidature du président Macky Sall en 2024. Pape Faragning et Aliou Ndiagne l'ont rencontré. Le texte que j'ai lu n'empêche pas à Macky Sall de briguer son troisième mandat s'il le veut. La Constitution de 2016 n'est pas claire sur la question des mandats au Sénégal. Parce que les textes n'ont pas été bien écrits et ce n'est pas sérieux. Mais quand même, ces gens-là, au lieu de parler quand même, ils n'ont qu'à attaquer les textes ou s'organiser à battre Macky Sall. Mais le débat inutile, on n'a pas ce temps. Nous, à la Médina, on n'a plus ce temps. Notre seul temps, nous le consacrons au développement de notre commune. Coronavirus, autre question qui préoccupe les Sénégalais. Le maire de la Médina veut mobiliser les populations pour nettoyer les structures sanitaires. Coronavirus, je ne sais pas mais il y a des gens qui ont été malades. Ci hôpital yi maanaam polyclinique ak PMI ndax def nañu ci leen foog ñu seetal hôpital yi ndax malade bi warul tëdd fu salté. Vraiment, c'est une excellente initiative de nettoyer toute la Médina. Et nous serons là pour le suivi. Un maire qui est proche de sa population et qui connaît les difficultés de la localité. Et c'est bien de rendre propre notre commune. Le concept Médina Set Wecc continue de faire son chemin jusqu'à la veille des Jeux olympiques de la jeunesse et au finish faire de la commune historique de la Médina la plus propre du Sénégal. Le concept Médina Set Wecc continue de faire son chemin jusqu'à la veille des Jeux olympiques de la jeunesse et au finish faire de la commune historique de la Médina la plus propre du Sénégal. Et puis la Cour de justice de la CEDEAO est impuissante pour l'exécution ou non de ces décisions par les 15 États membres. Selon le vice-président de l'instance, seul le pays concerné est habilité à suivre ou non les recommandations et aucune de ces décisions rendues n'est exécutable de force. Il s'est prononcé lors d'une conférence de presse de clôture de la visite de ses membres. C'était du 22 au 28 février au Sénégal. Nous l'écoutons, des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Ahmadouba. La Cour a été créée en 1991. Il était prévu déjà dans le protocole que chaque État membre devait désigner en interne une structure ou bien un organe chargé d'exécuter les décisions de la Cour. Donc ça s'adresse à tous les États et tous les États ont signé ces papiers, ces protocoles. Mais au jour d'aujourd'hui, sur les 15 États, il n'y a que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui ont désigné un organe chargé d'exécuter les décisions de la Cour. Donc les 9 autres ne l'ont pas encore fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut espérer que progressivement, nous allons avancer. Le même protocole dit que les décisions seront exécutées en fonction et conformément à la procédure interne de chaque État. Donc s'il y a des obstacles, ça peut expliquer que les décisions ne sont pas exécutées. Donc il faut déjà chercher à voir quel est le problème pour que les décisions ne soient pas exécutées. Mais dans tous les cas, si vous parvenez à cela, je vous dis que ça ne relève plus de la Cour. La seule possibilité qui existe,
c'est le président de la commission de la CEDEAO qui peut faire un rapport à la conférence des chefs d'État pour que ces questions soient résolues. Donc vous voyez, on quitte le plan judiciaire pour rentrer dans le côté administratif. La fondation Youssounour au chevet de la plage du Cap Manuel. En effet, les lieux ne sont plus accueillants du fait des déchets plastiques et médicaux qui polluent l'environnement. Un reportage signé sur place à Mohamed Samb et Modou Diop. Le décor est loin d'être enchanteur au-delà de l'avancée de la mer. Nous sommes à la plage du Cap Manuel. Ces ossements et autres déchets plastiques ou médicaux inquiètent les populations. C'est dommage de voir des belles plages comme celle que nous avons à Dakar avec tous ces déchets plastiques. Donc vraiment faites attention, j'appelle vraiment à tout le monde à mettre vos déchets dans les poubelles, à moins utiliser de plastique. Pour la santé de tous, un environnement sûr, sain pour la génération future, particulièrement les enfants, à savoir que selon l'OMS, tous les risques environnementaux affectent et engendrent des décès encore d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Des constructions à perte de vue sur les alentours de la mer, signe d'agression de l'environnement. Si vous avez là, juste là sur ma gauche, ils ont détruit les falaises. Ils ont envoyé la latérite, donc une terre argileuse, sur la plage pour gagner des mètres carrés supplémentaires. Alors ça, c'est synonyme déjà de destruction du haut plateau de Dakar, qu'on a mesuré qui fait plus que 153 mètres, la partie la plus étroite. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête certaines constructions au niveau du littoral. C'est pour pérenniser Dakar et pour donner aussi un droit aux populations de pouvoir profiter des quelques plages qui nous restent sur Dakar. Pour les initiateurs du clean-up, il faut surtout accentuer la sensibilisation et le suivi pour pérenniser ces activités civiques. Parce que c'est vrai qu'on va nettoyer aujourd'hui, mais demain il va falloir aussi continuer ces activités. Alors moi je pense qu'il est important d'avoir aussi des poubelles, mais il est important déjà de sensibiliser les populations qu'il ne faut pas salir les plages. Ça c'est déjà la première des choses à faire, cette éducation du côté de l'environnement, parce que je pense que ça aussi c'est important. Nous avons de belles plages, maintenant il faut les entretenir et surtout les laisser propres, et ça c'est extrêmement important. Et nous nous adressons justement aux Sénégalais qui nous regardent. Laissez nos plages propres, venez vous amuser, venez nager, mais laissez les plages propres. Avec ce décor encombrant sur la plage du Cap Manuel, difficile de constater que ce site a attiré plus de visiteurs dans le passé. L'espace maritime est devenu presque impraticable. Parlons à présent de musique et de littérature. Alassane Bey publie son ouvrage intitulé Omar Pène, l'histoire d'une épopée musicale. Le compagnonnage de Omar Pène, père, et Alassane Bey date de 1982, un vécu qui a permis à l'acteur d'être témoin de plus de 30 ans de musique. Un sujet signé Ibo Diouf et Ahmadouba. Après cet hommage de Omar Pène à son égard, c'était au tour de cet ancien membre du Fans Club AFSUD de rendre la monnaie. Dresser quelques lignes sur la vie et l'œuvre du leader du Super Diamono. J'ai commencé à suivre Omar Pène depuis 1982. Et ce livre reflète le long compagnonnage que j'ai eu avec l'artiste des jeunes. Je l'ai découvert par hasard et depuis lors, j'ai suivi Omar Pène. Alors, donc, de fans, je suis passé au statut de collaborateur. Un ouvrage sur Omar Pène, l'histoire d'une épopée musicale, une autre manière de revenir sur la vie et l'œuvre de l'artiste. Donc le livre aussi parle vraiment de l'entourage du Super Diamono. Je parle énormément des musiciens qui ont cheminé avec Omar Pène. Parce qu'une musique, parce que pour qu'Omar Pène puisse chanter, il faut qu'il soit accompagné. Et il a toujours été accompagné d'excellents musiciens. Donc c'est heureux que quand nous avons reçu cet ouvrage donc de Alassane Bey, nous avons senti le besoin de l'éditer. Omar Pène est une icône de la musique sénégalaise. Il a traversé le quart, sinon un demi-siècle de succès, avec des tubes phares, des tubes qui nous ont valu de grands succès, qui nous ont valu de grands moments. Un compagnonnage qui date de 1982. Ce qui a permis à l'auteur de cet ouvrage d'insister sur les années fastes de Omar Pène. Donc, il a commencé à chanter depuis 1972 et depuis 1970, il ne chante que ses amis.
que ses amis. Donc c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié. Alors tout ça est relaté dans le livre. L'histoire d'une épopée musicale, un ouvrage sur Omar Pène. La présentation de ce livre a eu lieu devant les fans et autres amis de l'artiste, qui demeure une icône de la musique sénégalaise. Longue vie à l'artiste. Aujourd'hui, nous sommes le 29 février. Les natifs de ce jour fêtent leur anniversaire tous les 4 ans à Saint-Louis. Nos reporters ont rencontré à l'UGB 2 étudiants qui vont fêter leur anniversaire après 4 ans d'attente. Un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Ils sont nés au 29 février. Elles célèbrent leur anniversaire une fois tous les 4 ans. Aujourd'hui, c'est un jour de bonheur pour Aminata Pengay et Koumba Yari Diouf. Je suis toute heureuse depuis hier, vers 0 heure, parce que les amis ne cessent de passer et de me souhaiter un happy birthday, comme je l'ai toujours voulu. Et une chose qui n'est pas donnée à n'importe qui, sincèrement. Après 4 ans de patience, le jour tant attendu est arrivé. Ces natifs du 29 février sont parfois chahutés par leurs camarades. Mais aujourd'hui, elles vont rattraper les 4 années passées. J'avais même oublié que c'est ce samedi 29 février, jour de mon anniversaire. Mais hier, mes enfants m'ont rappelé cela. J'ai l'habitude de ne pas fêter mon anniversaire. Comme vous le savez, je le célèbre tous les 4 ans. Parce que c'est pas aussi facile de rester 4 ans, voire 3 ans sans pour autant fêter son anniversaire. Mais quand même... quoi qu'il advienne, si le jour se présente, on est rempli de bonheur, on est rempli de joie de la part des amis, des parents, de toute une communauté, comme je peux dire. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Koumba reçoit déjà plusieurs appels et messages. À Diamaguène, à Mikol, elle prépare la grande fête avec la famille. Star de la journée, les stars de nous, en fait, comme j'ai un ami qui le dit souvent, nous sommes une coupe du monde, comme ils peuvent le dire, parce que c'est tous les 4 ans. Nous allons fêter ça avec la famille. On va tout mettre en œuvre pour la réussite. Aujourd'hui, elles peuvent sourire. Depuis minuit, elles savourent chaque minute qui passe. Koumba Yari Diouf et Aminata Pengay ont parfaitement raison, car leur prochain anniversaire, c'est en 2024. L'actualité internationale à présent, avec la situation tendue en Guinée-Bissau, avec ce bras de fer entre Umaro Mbalo et Domingos Simons Pereira. La population se retrouve avec 2 présidents. Tout à l'heure, nous allons recevoir le journaliste Barkaba pour en parler. Mais tout d'abord, je vous propose de suivre cet élément signé Mambiram Diouf. 2 présidents et 2 premiers ministres en Guinée-Bissau, une situation inédite et qui inquiète après la présidentielle dont le second tour s'est déroulé le 29 décembre dernier. Le contentieux post-électoral n'étant toujours pas tranché par la Cour suprême, Umaro Sissoko Embalo, autoproclamé président qui avait devancé son adversaire Domingos Simões Pereira au second tour, résultat d'ailleurs contesté par le PAIGC, a investi ce samedi son nouveau Premier ministre Nuno Gomes Nabian, tandis que le président de l'Assemblée, Cipriano Gassama, a été investi président par intérim par les députés du PAIGC, parti qui parle de coup d'État après la cérémonie d'investiture de Umaro Sissoko Embalo comme président. Par ailleurs, le Sénégal se démarque de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée-Bissau. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers un communiqué, rejette et condamne une note de presse rendue publique le 29 février dénonçant de prétendues ingérences du président Macky Sall dans les affaires intérieures de la Guinée-Bissau. Le Sénégal respecte la souveraineté de la Guinée-Bissau et ses institutions. Le ministère des Affaires étrangères enfin salue le bon déroulement du second tour de la présidentielle en Guinée et félicite le président Umaro Sissoko Embalo. Merci à vous, Mambiram Diouf. Barkaba, bonsoir. Bonsoir, Chatiyan. Alors, Barka, ce bras de fer post-électoral à Bissau, la situation, on se retrouve avec deux présidents, 2 premiers ministres dans un même pays. Comment en est-on arrivé à cette impasse? Je dirais que c'est l'issue presque prévisible de ce long bras de fer post-électoral que l'on vit depuis que la Commission nationale électorale a
consacré la victoire ou a reconnu la victoire d'Oumar Sissoko Mbalo et que les juges du tribunal suprême, l'équivalent de la Cour suprême en Guinée-Bissau, n'ont pas encore validé ces résultats-là. C'est un système électoral assez complexe. La CEDEAO avait fait une sorte de médiation pour trouver un terrain d'entente entre les deux instances donc de validation de ces élections, c'est-à-dire la Commission nationale électorale, qui à plusieurs reprises, chaque fois, je pense même pour la 4e fois, a reconnu Mbalo comme vainqueur à l'issue du second tour, alors que les juges du tribunal suprême, eux, restent arc-boutés sur leur position en demandant le recomptage des votes bureau par bureau dans une procédure assez complexe. Alors, apparemment, Sissoko Mbalo, qui a tenu sa promesse, il avait dit que quoi qu'il advienne, il serait investi le 27, en semblant dire qu'il n'attendrait pas ce qu'il considère comme du dilatoire de la part du tribunal suprême. Résultat des courses, il s'est autoproclamé président et l'autre parti n'a pas encore complètement lâché l'affaire parce que le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, étant aussi un cadre du PAIGC, le parti rival qui disputait la présidentielle, a dit que lui aussi, il a constaté la vacance du pouvoir et qu'il est président. Donc résultat des courses, on a deux président, mais pour le moment, ce qu'on semble voir, c'est que certains signes indiquent, pour le moment, je suis très prudent, j'insiste sur le pour le moment, Mbalo semble tenir plus le pouvoir que Cipriano Kassama, parce que, c'est lui qui dort aujourd'hui dans le palais présidentiel, et on a vu l'allégeance, c'est très important, militaire. D'une bonne partie de la hiérarchie militaire, pour ne pas dire la quasi-totalité des chefs militaires de Bissau. Et justement, avant de reparler de cette situation, mais revenons-en à cette Cour suprême. Qu'est-ce qui l'empêche vraiment de publier les résultats? Parce que quand même, ça commence à faire du temps depuis la publication officielle des résultats qui ont proclamé Mbalo. D'une part parce que la Cour suprême et la Commission nationale électorale ne parlent pas exactement le même langage par rapport à la procédure qu'il fallait faire, qui est une procédure très complexe, qui donnerait ici le tournis à nos téléspectateurs en parlant d'appurement, etc. La loi électorale de Bissau-Guinée est très très différente de celle du Sénégal. On ne va pas rentrer dans ces détails de procédure, mais toujours est-il que pour le camp de Mbalo, les juges du tribunal suprême seraient de connivence avec l'état-major du PAIGC. Donc il semble, eux, dire que les juges de la Cour suprême ont un parti pris politique et font dans le dilatoire et refusent de proclamer ces résultats. Mais ça, c'est une accusation du camp de Mbalo. Donc, tout à l'heure, vous disiez que Mbalo peut dormir tranquille avec le soutien de l'armée et également le soutien de ce troisième larron, celui qui est arrivé troisième et qui finalement a été nommé Premier ministre. Je ne sais pas s'il peut dormir tranquille, parce que dormir tranquille à Bissau pour un président, c'est une autre paire de manches, parce que vu le nombre de chefs d'État qui sont passés l'arme à gauche, mais il a une longueur d'avance quand même. Mais pour le moment, on était dans une sorte de bras de fer. Et incontestablement, pour le moment, je souligne pour le moment, il semble tenir le bon bout. Parce qu'il a été investi, comme il l'avait dit, son investiture a été sécurisée et par la police et par les militaires. Et en plus, élément extrêmement important, la haute hiérarchie militaire vient de lui faire allégeance. Est-ce qu'il pourra tenir ça dans la durée? Et l'autre élément qui tend à prouver que pour le moment c'est lui qui tient le bon bout, c'est que les ministères clés, les ministères de souveraineté sont investis par des militaires qui sont fidèles à Oumar Sissoko Mbalo. Donc on peut penser que pour le moment c'est lui qui tient bien le pouvoir en main. Maintenant, Bissau nous ayant habitués à des retournements de veste, des retournements d'alliance et dans des situations assez imprévisibles, il faut qu'on reste prudent aujourd'hui pour voir dans les prochains jours. En tout cas, si c'était une bataille psychologique, on peut dire qu'il vient de remporter des points contre ses adversaires. Voilà. On l'a vu dans le papier de Mame Biram Diouf, le Sénégal qui dément toute ingérence dans les affaires internes de la Guinée-Bissau, mais la présence quand même de son ambassadeur, c'était lors de l'investiture du Premier ministre, n'est-ce pas contradictoire?
Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Le Sénégal est logique. Il y a le communiqué qui dément l'ingérence dans les affaires intérieures, mais par la présence de l'ambassadeur du Sénégal mais quand même, il y a deux hommes, de la Gambie, il y a deux présidents. C'est un soutien diplomatique très fort qui est exprimé là. Mais est-ce que le Sénégal a le droit de soutenir des protagonistes de cette crise ouvertement? Moi, je vous retournerai la question et je vous dirai, cher Tidiane, au vu de nos intérêts stratégiques, je ne vois même pas pourquoi le Sénégal serait frileux pour soutenir C'est la première fois qu'on a un homme politique bissau-guinéen aussi ouvertement pro-sénégalais. Je vous signale que Mbalo ne s'en est pas caché. Il a dit et partout, Urbi et Orbi, il en a même fait un thème de campagne électorale, que c'est un ami du Sénégal, que c'est un ami du président Macky Sall. Et pour la petite histoire, Oumar Sissoko Mbalo est même un membre fondateur de l'APR. C'est un secret de polichinelle. Lui, il ne s'en cache même pas. Il a mis son argent et son argent dans l'élection de Macky Sall. Je pense que c'est la première fois, si je ne me trompe, que le Sénégal a cette possibilité d'alignement des planètes où deux pays qui nous sont très très proches et qui nous sont très stratégiques, à savoir la Gambie et la Guinée-Bissau, ont des présidents aussi ouvertement pro-sénégalais qui ne s'en cachent pas, qui le manifestent. Au nom de quoi le Sénégal devrait être frileux et ne pas... Je veux dire, il faut mettre les formes. C'est pas non, diplomatiquement, on est des héritiers de la diplomatie de Senghor. C'est très bien que le ministère des Affaires étrangères soit dans son rôle et demande toute ingérence. Mais dans la réalité, moi, je suis totalement pour que le Sénégal appuie quelqu'un qui nous est favorable et qui le manifeste. D'autant plus qu'il y a une dette de sang entre nous et la Guinée-Bissau. Le Sénégal a perdu certains de ses meilleurs officiers lors de l'opération Gabou en Guinée-Bissau, un pays frère qu'on était allé aider. Le capitaine Ngom est mort là-bas dans l'offensive du camp de Bras, le lieutenant Samb, un rescapé de Babonda, beaucoup d'officiers et beaucoup de soldats dont je salue la mémoire. Donc c'est un pays qui est extrêmement important pour notre stabilité, pour une coopération dans le meilleur des intérêts des deux pays, comme cela se passe actuellement en Gambie. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement du Sénégal resterait frileux. Donc, est-ce que ce n'est pas plus sage de suivre les pas de la communauté internationale qui ne s'est pas encore prononcée pour le moment, qui reste spectateur? Oui, le Sénégal peut respecter une certaine forme de prudence et pour ne pas aller à contre-courant de la CEDEAO, de la communauté internationale. Mais moi, aujourd'hui, si j'étais Macky Sall, j'appuierais énormément et massivement Oumar Sissoko Mbalo. Il nous faudra peut-être encore 50 ans pour avoir quelqu'un d'aussi perméable aux intérêts sénégalais et aussi favorable au Sénégal à Bissau. C'est une occurrence extrêmement rare dans la sous-région. Donc, j'aurais été Macky Sall, je n'hésiterais pas, en respectant la souveraineté de la Guinée-Bissau, en étant très prudent et très humble, mais que je l'appuierai massivement. Il ne faut pas se voiler la face. Les pays, ça c'est même une sorte de tautologie, c'est le b.a.-ba des relations internationales. Les pays défendent d'abord leurs intérêts. Oui, mais comment vous pensez que cette histoire va se finir? Autour d'une table? Je pense que c'est une affaire de 48 heures ou 72 heures au plus tard, parce qu'un pays ne peut pas rester dans l'incertitude. Si effectivement, comme on semble le voir, Oumar Sissoko Mbalo tient le bon bout en contrôlant l'armée, parce qu'il n'a pas nommé Nuno Nabiam Gomez par hasard, pour la petite sociologie politique de la Guinée-Bissau. Non seulement il récompense le candidat qui est arrivé troisième, mais il a nommé Premier ministre le candidat de la hiérarchie militaire balante. Or, pour qui connaît l'histoire militaire de la Guinée-Bissau, les balantes sont une composante extrêmement importante dans l'armée et qui tient l'appareil militaire balante peut avoir des chances de survie à Bissau. Barka, avant de vous libérer, on va parler de l'autre Guinée, la Guinée-Conakry, comme on l'appelle, et qui est également dans une situation tendue avec le président Condé qui a annoncé ce vendredi à la télévision le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum constitutionnel et les dates fixes n'ont pas été retenues. Alors, cette situation également met ce pays dans une incertitude totale et ça va exacerber les tensions. Je pense qu'il faut d'abord se féliciter que le président Alpha Condé ait eu un éclair de lucidité
et qu'il n'ait pas franchi le bord du précipice. Parce qu'on était à 2 doigts d'aller dans une situation incroyablement porteuse de chaos à Bissau, à Conakry plutôt. On pensait que c'était une reculade. Non, c'est plus qu'une reculade, c'est quasiment une capitulation, même s'il s'en défend. Il avait dit Orbi et Orbi qu'il allait faire tenir son référendum, mais le fait qu'il ait vu une bonne partie de la communauté internationale, les instances les plus importantes dans le processus électoral comme l'OIF, la CEDEAO, tous lui retirer parce que c'est une sorte de camouflet que lui ont infligé ses pairs de la CEDEAO. Sans compter la pression énorme interne à Conakry avec le FNDC qui est allé jusqu'au bout du bras de fer. Je pense même que si on fait un parallèle, quand un président s'engage dans un bras de fer comme cela et qu'il perd la première manche, quelle que soit après la manière dont il enrobe cette reculade, c'est déjà un coup psychologique très dur. J'en veux pour preuve la reculade d'Abdoulaye Wade le 23 juin au Sénégal. Les situations ne sont pas totalement semblables, mais moi je pense que, comme beaucoup de Sénégalais, Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir le jour où il a retiré son projet de loi controversé le 23 juin. Et le deuxième acte qui a enterré son régime, c'est la fusillade de Mermoz quand Barthélémy Diaz a fait fuir ses agresseurs. Alors quand un président joue un peu des muscles et qu'il perd la face, je pense qu'on peut dire que c'est le début de la fin. Donc vous pensez que ce report de 2 semaines n'est qu'une opération de communication? Je pense que d'abord c'est pour sauver la face. Et Alpha Condé étant un vieux briscard, étant un politicien qui n'est pas né de la dernière pluie, il va essayer de gagner du temps, peut-être même chercher une porte de sortie plus honorable avant de retenter, de diviser peut-être même le FNDC. Mais ce que l'on peut dire actuellement, c'est une grosse reculade et il appartient au FNDC de pouvoir l'exploiter. Maintenant, s'il se laisse piéger par Condé, on ne peut jurer de rien. C'est un vieux briscard qui a plus d'un tour dans son sac. Voilà. Merci Barkaba, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce 20h. Avant de nous quitter, retenez la série d'investibilité de Liverpool qui est tombée cet après-midi. Le leader de la Première Ligue battu 3-0 sur la pelouse de Watford avec un doublé de l'international sénégalais Ismaïla Sarr et un 3e but signé Troy Deeney. Certainement, on en parlera longuement lundi dans notre magazine de sport. Voilà, c'est tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.